Nous allons reprendre. Donc, nous recevons la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je reconnais M. Frémont. Donc, je vais vous demander de présenter les gens qui vous accompagnent et de faire votre présentation d'une durée maximale de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je suis Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné de Maître René Dupuis, qui est vice-présidente à la même commission, de Maître Daniel Carpentier, qui est directeur de la recherche à la commission, ainsi que de Madame Amina Triki et de Monsieur Jean-Sébastien Imbeau, qui sont chercheurs à la commission. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation faite à la Commission de participer aux consultations particulières sur le cahier de consultation vers une nouvelle politique en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. Je tiens à vous rappeler que la Commission des droits a pour mission d'assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant ainsi que le respect de la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille à l'application de la Loi sur l'égalité en emploi dans les organismes publics. La Commission œuvre également à promouvoir les droits et libertés énoncés dans la Charte et à lutter contre toute forme de discrimination par ses travaux de recherche, d'éducation, de sensibilisation et de recommandation aux institutions de la société civile et gouvernementale. Dans un premier temps, je tiens à souligner que la Commission accueille très favorablement la démarche entreprise par le gouvernement vers l'adoption d'une politique qui aborde non seulement l'immigration, mais aussi la diversité et l'inclusion. Étant donné l'expertise de la Commission en matière d'inclusion et de lutte à la discrimination, nous considérons que certains commentaires méritent d'être soulevés ce matin en vue de l'adoption de la nouvelle politique. Tout d'abord, au sujet du travail. Pour la Commission, la prise en compte de la diversité et de l'inclusion des personnes immigrantes et natives appartenant à une minorité racisée doivent être analysées dans une perspective de lutte contre le racisme et la discrimination. En ce sens, le gouvernement devra mieux reconnaître sa part de responsabilité dans l'intégration socio-économique des membres des minorités racisées. Il s'agit là d'un des véritables enjeux de la nouvelle politique. À lui seul, le taux de représentation des personnes racisées dans la fonction publique illustre l'ampleur du défi à relever par l'État qui doit servir de modèle pour les autres secteurs d'emploi. Des efforts supplémentaires devront ainsi être consentis, notamment pour redresser la situation de ces personnes, et ce, dans tous les secteurs de l'emploi et à tous les niveaux du système d'emploi. Des objectifs de représentation en emploi doivent être établis spécifiquement à l'endroit de chaque groupe visé, notamment des minorités racisées dites visibles. Même si les personnes appartenant à ces minorités sont souvent hautement qualifiées et ont une maîtrise suffisante du français, elles rencontrent diverses barrières discriminatoires, tant en amont qu'au sein du marché du travail. En témoignent les résultats de 2 études menées par la Commission. Je réfère ici à l'étude sur la discrimination dans l'accès des programmes de résidence en médecine à l'endroit des médecins formés à l'étranger. La seconde étude porte sur la discrimination subie à l'embauche par les membres des minorités racisées ayant acquis un diplôme et une expérience de travail au Québec et parlant aussi bien le français que l'anglais. Les résultats de ces 2 études démontrent que l'application de critères de sélection ont pour effet d'exclure de façon disproportionnée aussi bien les immigrants formés à l'étranger que les candidats des minorités racisées formés au Québec. De l'avis de la Commission, la lutte contre la discrimination systémique en emploi ne se fera qu'en appliquant plus systématiquement les programmes d'accès à l'égalité en emploi et en élargissant ces programmes au secteur privé. La Commission note par ailleurs que le gouvernement semble afficher une certaine ambiguïté par rapport à la prise en compte des inquiétudes à l'égard de l'immigration par la population en général. Ces inquiétudes sont qualifiées de légitimes dans le cahier de consultation. On y précise qu'elles porteraient plus spécifiquement sur l'adhésion des immigrants aux valeurs communes. La Commission craint qu'une prise en compte de ce malaise sous l'angle des valeurs communes, je mets toujours des guillemets, risque de renforcer plutôt que de le combattre. En effet, ces valeurs communes ne sont pas suffisamment bien définies.
Les implications ne sont pas les mêmes si elles sont comprises comme les valeurs démocratiques ou encore comme les valeurs du groupe majoritaire, car leur contenu peut différer largement. Mal définir la nature de ces valeurs communes risque d'instiller une incompréhension dans la population au sujet du modèle d'aménagement de la diversité réellement mis de l'avant par le gouvernement. Cela pourrait créer des attentes déraisonnables à l'égard du processus d'intégration des immigrants. Mal définir les valeurs communes pourrait entretenir certaines aspirations envers un modèle assimilationniste, refusant et niant les différences. Cela entrera en contradiction avec les objectifs mêmes de la politique, dont ceux de reconnaissance de la diversité, de pluralisme et de participation des immigrants. Ainsi, la Commission recommande, dans son mémoire, que la nouvelle politique réfère plutôt au respect des valeurs démocratiques plutôt que les valeurs communes, telles qu'énoncées dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Nous tenons ainsi à rappeler le caractère inclusif de ces valeurs démocratiques qui comprennent, comme le rappelle le préambule de la Charte, l'égalité de tous les êtres humains en valeur et en dignité, le droit pour tous à une égale protection de la loi, l'égalité entre les hommes et les femmes, de même que la reconnaissance des droits et libertés comme fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Ces valeurs comprennent aussi, et c'est important d'ajouter, la promotion de la justice et de l'égalité sociale, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Référer à ces valeurs démocratiques permettrait de lever en bonne partie, croyons-nous, l'ambiguïté sur la prise en compte par le gouvernement du malaise de la population à l'égard de l'immigration. De l'avis de la Commission, d'autres moyens pourraient concourir à atténuer ce malaise et il est important que le gouvernement agisse de manière cohérente avec les observations qu'il dresse. À cet égard, le document de consultation fait état d'un certain nombre de constats et parle d'apparitions périodiques de questionnements et de tensions portant sur les relations interculturelles. Le même document parle de préoccupations de la population attribuables au port des signes visibles et à certaines demandes d'accommodement sur une base de motifs religieux. Le document parle aussi de discours hostiles et de tensions sur la base de différences culturelles, particulièrement à l'endroit des personnes appartenant à des minorités ethno-culturelles natives ou immigrantes. Si le gouvernement reconnaît véritablement les effets de ces manifestations sur le lien de confiance et de solidarité entre les Québécois et les personnes d'origine ethno-culturelle différente, il doit en tirer les conséquences complètes et concrètes. Or, le document sous examen semble banaliser ce malaise lorsqu'il affirme, et je cite, que les préoccupations exprimées à l'égard de l'immigration et de la diversité ne sont pas propres au Québec et les débats sur ces sujets y demeurent généralement plus pacifiques et moins virulents qu'ailleurs. La Commission tient à le souligner. Il ne faut pas donner aux divers malaises exprimés par la population à l'égard de l'immigration un caractère normal, voire mineur. Pour véritablement rétablir les liens de confiance et la solidarité entre la société d'accueil et les personnes issues de l'immigration, le gouvernement doit chercher à tout prix à mieux comprendre les origines de ce malaise, en identifier les principaux mécanismes sociaux qui participent à sa reproduction et agir concrètement sur ceux-ci afin d'atténuer les effets possiblement discriminatoires de ces craintes vis-à-vis des personnes immigrantes ou perçues comme telles. Le chantier est vaste, certes, et les défis considérables. Quelques mots sur l'éducation au droit. Selon, au droit avec un X et un S, vous aurez compris, selon la Commission, l'éducation aux droits et libertés est un outil à privilégier dans la lutte contre les préjugés et la discrimination. Des campagnes publiques de sensibilisation devraient notamment être entreprises pour déconstruire certains mythes tenaces dans la population ainsi que certains préjugés à l'égard de l'immigration. De même, au moment où l'État envisage d'élargir à un public plus grand l'offre de formation interculturelle, antiraciste et à la diversité ethnoculturelle, l'éducation aux droits et libertés doit être mise de l'avant. L'ensemble du personnel de l'État québécois devrait y être formé, et ce afin que les services disponibles au public soient véritablement accessibles à tous. Outre les personnes en situation d'autorité, une formation aux droits de la personne
devrait être donné en priorité aux hauts fonctionnaires de l'État, ainsi qu'aux gestionnaires dont les décisions influencent la teneur des normes et des pratiques institutionnelles. L'enseignement primaire et secondaire représente un secteur clé de la société où l'éducation aux droits et libertés aura aussi un impact très significatif. De l'avis de la Commission, un espace plus grand devait être accordé à l'éducation aux droits, tant les programmes d'enseignement qu'à travers les pratiques de l'école. Enfin, selon la Commission, l'éducation aux droits et libertés dans la formation collégiale et universitaire constitue un moyen supplémentaire à mettre de l'avant dans l'ensemble des disciplines et des programmes. Je vous remercie de votre attention et nous sommes évidemment très disposés à répondre à toutes vos questions. Merci, M. Frémont. Avant de débuter la période d'échange, j'aurais besoin d'un consentement pour qu'on puisse excéder 13 heures pour nos travaux. Ça va pour tout le monde? Consentement. Madame la ministre, ça va? Oui, absolument. Donc, je vous cède la parole pour une période de 17 minutes. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à la Commission des droits de la personne d'être ici avec nous. Maître Frémont, Maître Dupuis, Maître Carpentier et Madame Triki-Yamani. Évidemment, on aurait besoin de vous entendre encore plus, mais alors je vais essayer de vous donner beaucoup de temps pour développer ces idées, parce que vous touchez à des éléments importants. Votre analyse est précieuse. Je pense que votre rôle dans ce grand défi est important. Ça prend la profondeur que vous avez, les recherches que vous faites. Alors, on va peut-être commencer par cette question de valeurs communes. Et je comprends tout à fait ce que vous dites, honnêtement, mais c'est une façon, et je vais aller sur les valeurs communes que nous, on énumère dans le document que signent les nouveaux arrivants. J'ai participé aussi, juste pour vous dire, participé comme ministre de l'Immigration aux séances de francisation, les premières séances avec les nouveaux arrivants. Et je peux vous dire que la discussion est vraiment intéressante parce qu'on va sur l'égalité homme-femme, toutes sortes de choses. Et les nouveaux arrivants ils sentent beaucoup, d'ouverture de la société québécoise de partager leurs opinions ensemble. C'est une expérience intéressante. En tout cas, la séance à laquelle j'ai assisté. Alors, les valeurs qu'on énonce, puis j'aimerais vous entendre parce que je trouve intéressant votre proposition. Donc, parler français, évidemment. C'est ce que j'appelle le ciment qui nous tient unis. Une société libre et démocratique, un État laïque, une société pluraliste, une société reposant sur la primauté du droit. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et l'exercice des droits et libertés de la personne se fait dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Il n'y a peut-être pas celui sur la liberté d'expression, liberté aussi de conscience et de religion. Donc, pour revenir à votre proposition, peut-être je vous permets d'aller un peu plus loin sur ça, l'importance que vous y voyez, mais est-ce qu'en énonçant que c'est de ça qu'on parle, les valeurs communes, mais qu'il faudrait peut-être changer l'expression, mais vous comprenez l'intention lorsqu'on parle de valeurs communes, mais j'aimerais vous entendre encore un peu plus sur cette question. C'est une question délicate. Ce qui est clair, c'est que la Charte québécoise, c'est le message finalement qu'on veut passer, contient l'essentiel. On ne parle pas de français dans la Charte québécoise, dans la Charte des droits et libertés de la personne, mais pour le reste, l'essentiel des valeurs démocratiques qu'on s'est données, il y a bientôt 40 ans, ces mois-ci, au Québec, sont contenues. Et des valeurs comme l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de la primauté du droit, etc., et aussi certaines valeurs relatives à la liberté d'expression, aux grandes libertés, aux grands droits. Donc, ce que nous proposons, c'est pour éviter certaines dérives dans les débats ou certaines choses, on s'est déjà donné ces valeurs démocratiques communes, qui sont certainement communes et qui font certainement très large consensus. Et la question, c'est peut-être de réfléchir sur ce qui existe déjà et qui sont des normes non seulement enchâssées comme des valeurs, mais qui sont des principes de droit, puisqu'on s'est donné ça et que, vous le savez, la Charte québécoise a une valeur supraconstitutionnelle, ça a été reconnu par les tribunaux. Donc, on est déjà un bassin de valeurs communes, j'utilise votre expression, de valeurs communes démocratiques ou de valeurs démocratiques communes, qui
pour l'essentiel, nous pensons, sont suffisantes pour répondre, à certains soucis des uns et des autres à l'égard des valeurs qui doivent guider notre société, qui doivent les orienter. Et croyez-moi, lorsqu'on parle, par exemple, des droits économiques et sociaux dans la Charte, on n'a pas du tout extrait comme société tout le potentiel des droits et libertés qui sont contenus dans la Charte. Merci. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites. Et peut-être un petit commentaire. C'est très rassurant aussi quand on parle de valeurs démocratiques. Je l'ai vécu quand on parle de valeurs démocratiques et d'égalité, de liberté. Évidemment, c'est ce que tout le monde recherche dans toute société. Et c'est sûr que les personnes immigrantes, que ce soit des réfugiés, regroupement familial ou les travailleurs qualifiés, c'est des valeurs universelles. Alors, j'apprécie beaucoup votre point de vue. J'aimerais aller aussi, votre suggestion de campagne de sensibilisation, d'éducation dans les milieux scolaires. Moi, je suis partie prenante beaucoup de ça. Je remarque souvent que lorsque je suis avec les jeunes, ils comprennent presque de façon innée l'importance de l'inclusion. Et je dis souvent, c'est notre espoir. Et nos jeunes ont grandi dans des milieux de diversité. Et on hésite à utiliser le mot tolérance, mais on comprend ce qu'on veut dire. C'est quand même un mot avec une belle résonance, mais c'est pas juste tolérer, ils acceptent. C'est l'acceptation. Et très jeunes, ils ne voient pas la couleur, ils n'entendent pas l'accent. Ils vont pas poser toujours des questions d'où tu viens, toi. T'es mon ami. Et on va partager mon carré de chocolat. Alors, j'aimerais vous entendre sur comment on pourrait, parce que ça, quand on imagine éventuellement un plan d'action, on cherche comme gouvernement des suggestions pour justement sensibiliser la population et avec cette préoccupation de la génération qui va nous porter plus loin vers une société égalitaire et inclusive. Votre notion de campagne, comment on pourrait faire, les types de messages, qui pourrait embarquer là-dedans. Et j'aimerais que vous enchaîniez peut-être avec ce qu'on peut faire dans les écoles, l'éducation par rapport... Vous l'avez évoqué, mais peut-être je vous donne le temps d'aller plus profondément dans cette question. Je pense que c'est une question qui est très importante. Vous avez tellement raison de mentionner que quelque part, les enfants spontanément sont daltoniens. Ils distinguent pas les couleurs. Et ceux qui ont la chance d'être dans des milieux où justement, parce que c'est pas tout le monde au Québec qui a ce privilège, sont beaucoup plus ouverts et ont pas de problème avec ça finalement. Ce qui est intéressant un peu partout au Québec, et je vais un peu sortir de notre propos, il y a toute la question de l'intégration des enfants en difficulté d'apprentissage dans les écoles aussi, dans les classes. C'est là aussi, les enfants apprennent à vivre dans la diversité partout au Québec et je pense que pédagogiquement que c'est extrêmement important. Ce qui est clair, c'est que on n'enseigne pas dans les écoles les droits et libertés, la sensibilité aux droits et libertés, de la même façon qu'on donne un cours de droit à la faculté de droit. C'est pas du tout ce dont il s'agit. Il y a toute une série notamment d'ONG qui font un travail remarquable sur l'éducation au droit et qui est adapté, si on est au cours primaire, au cours secondaire, qui est adapté aux enfants où ils en sont rendus dans leur niveau de développement. Et il y a des projets remarquables aussi à l'international. Il y a tout un corpus là, d'expériences. Alors, je pense que ce qu'on voudrait, c'est que ça soit plus systématisé dans les écoles au Québec, que ça fasse résolument partie du curriculum pour que les enfants puissent éventuellement structurer leur compréhension finalement de l'égalité et peut-être prendre un peu de distance vis-à-vis certains discours lorsqu'ils seront un petit peu plus âgés, lorsqu'ils sont confrontés à d'autres types d'attitudes, peut-être des gens un petit peu moins ouverts, qui puissent comprendre pourquoi leur daltonisme est de bonne aloi et doit être maintenu. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui veulent ajouter quelque chose. Si vous me permettez, j'aimerais aussi souligner un élément qu'on fait ressortir dans notre mémoire, c'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Et dans ce sens-là, on doit s'assurer, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'en matière de discrimination, comme dans d'autres domaines, si on ne commence pas et si l'État ne commence pas par donner l'exemple, en sensibilisant ses propres hauts dirigeants, ses propres gestionnaires de ressources humaines,
il y a peu de chances que les processus de décision fassent autre chose que reproduire des systèmes qui sont discriminatoires. Alors, dans ce sens-là, que ça se passe à l'école et l'expérience des plaintes qu'on reçoit tous les jours, on en a quand même un certain nombre chaque année, nous enseigne que il y a un élément de sensibilisation qui doit s'adresser à tout le monde, qui doit partir du haut de la hiérarchie et qui doit faire en sorte que quand elle rejoint les enfants, on les sensibilise eux aussi, non seulement au respect de la différence, que ce soit sur le plan du handicap ou de la couleur ou de la race ou de l'origine ethnique, mais aussi sur les protections que la Charte accorde à chaque enfant qui est dans cette école. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaye de vous suggérer de sortir de concepts comme l'équité, qui sont flous, qui entretiennent le flou, et de resserrer les références à ce qui est inscrit clairement dans la Charte comme étant des valeurs qu'on a choisi de consacrer de façon particulière. Très bien, merci. J'aimerais revenir sur le point que vous avez souligné, puis j'en prends bonne note et on va faire attention. Vous dites, faites attention quand vous comparez à d'autres provinces notamment, parce qu'il y a un sondage qui sort, qui montre quand même qu'on voit des ressemblances par rapport à ce malaise, par rapport à la diversité. C'était pas dans l'intention de banaliser, c'était beaucoup dans l'intention, parce que un gouvernement a la responsabilité de prendre note de ça, puis de regarder les meilleures pratiques aussi. Évidemment, des meilleures pratiques dans d'autres provinces, qui m'amèneraient, puis parce que je voudrais céder la parole à mon collègue Darcy McGee qui voudrait vous poser des questions. Par rapport au programme d'accès à l'égalité, par exemple, est-ce que vous avez des modèles, ou vous connaissez des modèles au Canada qui pourraient être inspirants? On me dit qu'il y a des villes comme Toronto qui ont des modèles intéressants parce que les villes jouent des rôles importants. Si c'est pas pour aujourd'hui, on pourra s'informer plus tard parce qu'on cherche ça. C'est un domaine très technique et il y a certainement des modèles ailleurs. Je ne sais pas si vous avez cette information. Le modèle qui n'est pas inintéressant, c'est le modèle québécois. C'est la loi sur le programme d'accès à l'égalité dans les organismes publics. Nous venons de déposer notre rapport triennal sur l'application, donc 2010-2013, et nous allons sous peu, dans les prochaines semaines, les prochains mois, publier des rapports sectoriels sur l'accès à l'égalité dans les commissions scolaires, à la Sûreté du Québec, à Hydro-Québec, dans les cégeps, les universités, etc. Donc, ça s'en vient, et dans lequel on montre qu'il y a un lien de causalité. Lorsqu'on investit dans un programme d'accès à l'égalité, on arrive à plus de diversité. Donc, on fait la démonstration des programmes. Si vous voulez, et allons pas très loin, regardez la STM à Montréal, la Société de transport de Montréal, qui a atteint sans que rien n'étant parfait en ce monde, mais qui a atteint des modèles de diversité et d'inclusion avec une main-d'œuvre qui est remarquablement diversifiée, et ça s'est fait, ma foi, relativement sereinement. Alors, je dirais, on peut peut-être aller voir Toronto et ailleurs, mais même chez nous, il y a des choses très intéressantes qui se font. Mais ce qu'on suggère dans notre mémoire, Mme Dupuis vient de le rappeler, c'est que la diversité, l'État québécois devrait être modèle, et comme c'est actuellement, il impose des obligations en matière d'accès à l'égalité à des organismes publics, qu'il ne s'impose pas nécessairement de façon aussi vigoureuse à lui-même. Alors, avant de céder la parole, Monsieur le Président, à mon collègue, je voudrais juste vous remercier beaucoup de votre présence, votre mémoire, évidemment, très, très riche, avec beaucoup de recommandations. On va étudier ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Monsieur le député de Darcy McGee. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous souhaiter d'accueillir Maître Frémont et l'équipe de la Commission. Vos interventions, à la fois toujours rigoureuses et pertinentes, sont très appréciées. En voilà un autre exemple. Je veux poursuivre davantage la discussion sur l'accès au travail. Évidemment, on est devant une politique qui vise à privilégier l'inclusion, mais aussi avec un impératif qui nous touche tous, c'est une adéquation main-d'œuvre emploi qui s'impose de plus en plus. Alors, c'est par le bilan de l'immigration qu'on va combler cette grand problème-là d'une adéquation qui s'annonce dans les années à venir. Là, vous parlez d'une discrimination quasi systémique qui est présente et adressée. Et c'est une chose très sérieuse. Si on veut
parler davantage d'adéquation et l'accès à l'emploi pour les nouveaux arrivants. Je vous invite d'élaborer un petit peu sur cette discrimination et de nous parler d'autres facteurs peut-être qui empêchent une embauche une ouverture plus claire pour les nouveaux arrivants. Et sur tous ces facteurs-là, quoi faire? Vous avez fait allusion à plusieurs stratégies, mais c'est un enjeu primordial. J'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Merci pour votre question. Je pense que vous avez compris, pour les gens qui sont moins familiers avec le discours, la discrimination systémique, c'est la discrimination qu'on voit pas. C'est-à-dire que la règle semble neutre, mais dans son application, parce que les gens sont différents, on se trouve à écarter ou à discriminer à l'égard des membres de certains groupes. Donc, il est clair que il y a de nombreuses pratiques de discrimination systémique dans la société. Les deux études auxquelles je faisais référence l'ont bien indiqué. Il y a plusieurs études de Commission canadienne des droits de la personne qui ont démontré que, par exemple, l'expérience canadienne était un grand motif d'écarter les nouveaux arrivants, les nouveaux venus. L'étude qu'on a fait qui dit qu'on envoie un CV avec un nom à consonance étrangère, on a 60% de moins de chances d'être reçu en entrevue. Voilà des exemples, et les gens sont pas nécessairement mauvais, c'est pas nécessairement à dessein, ça arrive comme ça, c'est donc, imbriqué dans nos façons de faire. Il est clair que le rôle de la Commission est de les identifier, de les dénoncer, de le rappeler aux gens que ça existe. Dans certains cas, lorsqu'il le faut, nous avons des pouvoirs pour intervenir, pour traîner les choses devant les tribunaux, pour forcer ça peut être le secteur privé, notamment, à changer leurs pratiques. Mais avant tout, je pense que c'est une question de sensibilisation, de travailler avec les employeurs, de développer cette sensibilité à la diversité et de tous les avantages qui peuvent venir avec le respect de l'égalité. Vous pouvez être sûr que si la STM, qui a une politique énergique en matière de diversité, je suis convaincu qu'ils reculeraient pas. Ils ont une main-d'œuvre qui est remarquable, qui est très fidèle et qui travaille extrêmement bien. Alors, finalement, les dialogues comme on a aujourd'hui, mais après de parler avec les employeurs, d'avoir des programmes d'accès à l'égalité, d'identifier, vous verrez dans les rapports sectoriels, nous identifions les pratiques qui, par rapport aux différents secteurs, favorisent la diversité et, à contrario, les pratiques d'embauche, par exemple, ou de promotion, qui défavorisent l'accès de personnes autres qui ne sont pas des personnes du groupe majoritaire. Alors, nous poursuivons cette réflexion à la Commission depuis longtemps. Nous allons la partager, nous commençons à la partager, nous allons la partager dans différents secteurs. Mais finalement, le message, c'est d'en faire un projet de société. C'est ce que nous aimons dans ce que nous lisons par rapport aux documents. On dit, on va en faire un projet de société, on va avancer là-dedans. Et l'inclusion, ça se joue des deux côtés. Et ça se joue notamment au niveau, dans le domaine du travail, de tous les employeurs. Et ce que nous disons, l'État doit être modèle, mais le secteur privé doit faire partie aussi de la donne. Et si tout le monde, on va en sortir gagnant et on va avoir une politique d'immigration beaucoup plus riche et des immigrants beaucoup plus mieux intégrés. Donc, c'est du win-win, comme on dit un peu partout, mais il faut en faire un projet de société. Merci. J'essaie maintenant la parole à M. le député de Bourget pour une période de 10 minutes 30 secondes. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Et merci pour cette contribution. Je pose la question de façon, informelle. Avez-vous été consulté préalablement à l'élaboration du document qui nous pose ici aujourd'hui par le ministère? Nous avons participé à 3 ateliers qui ont été des ateliers, au début septembre, c'est ça, à l'automne? Oui, il y a donc eu des consultations par le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion en septembre et octobre dernier.
ont été invités à y participer et émettre des commentaires sur certaines thématiques autour de questions qui sont incluses maintenant dans le document de consultation. Juste pour l'information de nos collègues, je pose la question pour savoir ce qui habite l'esprit de cet exercice et je suis bien content d'avoir entendu le propos que vous avez tenu relativement aux enjeux soulevés et aux réponses en guise de recommandation à y apporter. Je veux pas vous laisser passer parce que je vais occuper mes 10 minutes. Malgré tout, vous parlez, vous posez, disons, l'évidence que les enfants sont daltoniens, ils voient pas la couleur, mais dans la mesure où ils sont comme des éponges, les enfants, parce que certains psychanalystes nous enseignent que les enfants de la naissance, et même à partir du ventre de la mère, certains vont plus loin, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, sont en phase de construction de leur personnalité psychique et que ils sont dans un mimétisme spontané, souvent. Les modèles d'identification ou des modèles de référence, ce sont les parents. Alors, quand ils ont, dans cette première phase, des parents qui ont un comportement xénophobe, voire raciste, et que à l'école on ne les reprenne pas, ou à la limite même quand à l'école on les reprend et que le poids de la famille pèse plus lourd, ce sont les modèles parentaux qui gagnent à ce moment-là. Et l'enfant, progressivement, dans sa croissance, est habité involontairement par des comportements, des habitudes qui, à terme, quand celui-ci devient chef d'entreprise ou dirigeant d'un parti politique, manifeste ce que vous et moi, en tant qu'humanistes, ne souhaitons pas voir. Et dans la même perspective, quand on se réfère à l'imagerie populaire, véhiculée à travers la télévision, le cinéma, le théâtre, la littérature et autres moyens de communication très puissants aujourd'hui, c'est indubitable, il y a lieu de considérer que quand on exclut des pans pléthoriques de la composition des gens de la cité, on contribue justement à renforcer ce sentiment de vous et nous chez ceux qui ne se voient pas représentés en tant que tels. Et leurs enfants, dans leur propre développement, se sentant inexistants dans ce paysage numérique ou médiatique, développent des complexes qui peuvent à terme les amener, une fois le sentiment de l'exclusion incarné en gangrène, les amener à se braquer contre cette même société. J'évoque ça pour compléter, en fait. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que vous avez dit, mais je voulais amener ces éléments pour compléter vos arguments. C'est très intéressant que vous les ameniez et je vous avoue que ça sort, je pense, du domaine de juridiction de la commission que les aspects plus psychanalytiques, éducation des enfants, etc. Une chose est claire et je pense que vous avez tout à fait raison, mais c'est pas mauvais que l'enfant soit confronté à des visions différentes, que l'enfant reçoive certains messages à la maison et reçoive des messages qui sont pas nécessairement parfaitement convergents au niveau de l'école. On peut penser qu'en matière de tolérance, d'acceptation de la diversité, on voudrait que ce soit les mêmes messages qui passent. Mais si d'aventure ce sont pas les mêmes messages qui passent, en fait, ce qui est important, c'est d'outiller l'enfant pour être capable éventuellement d'avoir ce qu'on appellerait son sens critique. Et c'est de développer, comment dire, l'éducation au droit, c'est aussi ça, c'est de permettre aux enfants de raisonner. Et croyez-moi, j'ai assisté à de la formation à certaines écoles primaires. Ce sont des exercices tout simples dans lesquels on amène les enfants à réfléchir sur ce qu'ils sont, sur la différence, sur l'acceptation de la différence, etc. Donc,
pour moi, tout n'a pas nécessairement à être convergent, mais il est sûr que, je prends la deuxième partie de votre intervention, il est sûr que on peut pas forcer personne, mais dans les médias, la représentation de la diversité devrait faire partie, d'une façon de faire, parce que c'est une façon correcte, tout simplement, pas nécessairement une obligation. On a eu un débat récemment au sujet du blackface dans un milieu. En soi, c'est pas un mauvais débat. Moi, je le vois de façon très très positive. Il y a eu des positions tranchées, mais les gens en ont parlé et la prochaine fois, le milieu va peut-être s'interroger à savoir s'il y a un sketch avec une personne noire, est-ce qu'on ne devrait pas prendre un acteur de race noire plutôt que de faire un blackface. Alors, tout ça, ça fait évoluer une société. La culture des droits, la compréhension qu'on a de la diversité, de la culture des droits, c'est appelé à évoluer et ça évolue en temps réel. Moi, ça me fascine au Québec quand on parle du mariage homosexuel aujourd'hui et que il y a plus grand monde qui sourcille là-dessus, mais si on en avait parlé il y a 15 ans puis il y a 20 ans, aïe aïe! Et même les États-Unis sont en train de flipper là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait? Notre relation aux droits et libertés évolue en temps réel. Les tueries de Charlie Hebdo ont fait évoluer les Québécois, je dirais globalement, dans leur sensibilité à l'égard des droits et libertés. Donc, le rôle de l'État des politiques d'inclusion et de diversité, c'est peut-être de mieux comprendre, je dirais, la carte sociologique des relations, des perceptions que les Québécois ont avec leurs droits et libertés et de bâtir là-dessus. Et je pense que c'est un formidable projet. C'est un des projets sur lesquels la Commission travaille actuellement. Mieux comprendre pour être capable de mieux travailler. Et si vous me permettez rapidement, oui, je vous en prie. Aller dans le même sens que ce que vous disiez, à savoir, et c'est une des raisons pour lesquelles on insiste tant sur l'éducation à partir de la petite enfance, c'est que le contexte qu'on a créé sur le plan des normes avec la Charte des droits et libertés fait en sorte qu'on doit cesser de prendre les choses pour acquises. Celles qu'on connaît bien, celles qu'on connaît moins bien, et qu'on doit se poser la question, qu'on soit un enseignant, qu'on soit un agent correctionnel, qu'on soit un sous-ministre, qu'on soit un directeur d'entreprise, un président d'entreprise, ça nous oblige à revoir les façons de faire et on veut outiller les gens, à commencer par les enfants, non seulement sur les obligations en vertu de la Charte, mais sur le fait que la Charte est censée les protéger aussi, quel que soit l'enfant. OK. Et vous conviendrez, et je veux juste avoir votre confirmation là-dessus, parce que vous l'avez la réponse, vous conviendrez que la loi seule ne suffit pas pour changer des comportements. C'est intéressant, lorsque j'enseignais le droit, je disais toujours aux étudiants, la partie la plus facile de la réforme du droit, c'est l'adoption de la loi. La partie la plus difficile, c'est sa mise en œuvre, et la partie plus difficile encore, lorsqu'on a besoin, c'est le changement des mentalités. Mais je vous remercie dans cette minute restante et c'est très inspirant de vous entendre ici ce matin. Merci. Monsieur le député de Bordua, pour une période de 7 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vais vous référer à la page 4 et 5 et 17 de votre mémoire, là, la première partie, relativement au commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles. Vous allez retrouver à la page 10. C'est bien ça, 4 et 5 du résumé, 17 du document. J'aimerais vous entendre sur ce point parce que concrètement, il y a une absence, je constate qu'il y a une absence de juridiction de la part du commissaire pour faire le lien entre les ordres professionnels et les institutions d'enseignement pour la reconnaissance. Peut-être que... Oui, la loi telle qu'elle a été adoptée en 2009 permet aux commissaires aux plaintes pour faire le lien entre les établissements d'enseignement et les ordres professionnels,
Il lui permet de vérifier que ces établissements d'enseignement collaborent bien avec les ordres professionnels et rendent accessible la formation requise pour l'obtention d'un permis d'exercer ou de pratique. Mais il n'a pas le pouvoir d'enquêter auprès des établissements scolaires, notamment quant à l'accessibilité à la formation d'appoint. On pense aux médecins formés à l'étranger qui ont du mal à accéder à la résidence en médecine dans les facultés québécoises, qu'elles soient francophones ou anglophones. La Commission a entrepris à ce sujet une vaste enquête systémique de sa propre initiative pour déceler tous les biais discriminatoires qui excluaient les médecins formés à l'étranger de l'accès à la formation postdoctorale. Donc c'est ici une forme de discrimination en amont du marché du travail. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, je voulais faire le lien avec le potentiel des droits économiques et sociaux que vous avez invoqué tout à l'heure. Est-ce que ce genre de sujet pourrait être lié à l'invocation des droits prévus dans la Charte ou on s'éloigne? Écoutez, je suis pas certain. Ce qui arrive, c'est que le problème des reconnaissances professionnelles et l'illustration des stages doctoraux en médecine en est un bon exemple. C'est véritablement basé sur les droits à l'égalité dans la Charte. Donc, l'article 10 de la Charte, c'est un motif et on peut penser qu'il y a discrimination. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a une zone. C'est pas un droit économique et social, c'est véritablement en vertu de l'article 10, où actuellement, le bas blesse et le commissaire, lui, est pas capable, il n'a pas les pouvoirs de se rendre jusqu'aux établissements d'enseignement. Alors c'est c'est complexe parce que le ministère qui est là-dedans, il y a des programmes spéciaux, il y a des ci, des ça, mais le nœud, là, c'est pas au niveau de la corporation professionnelle. Lui, il a juridiction sur la corporation professionnelle, il donne les permis. C'est au bout, et le problème qu'on a identifié, c'était au niveau des facultés. Et là, le commissaire aux plaintes n'a pas juridiction, carrément pas juridiction. Donc, les droits économiques et sociaux, c'est un chapitre de la Charte qui est un chapitre autre, qui reconnaît certains droits économiques et sociaux, en reconnaît pas des droits plus classiques. Le droit à la santé, vous le trouverez pas là-dedans, même si on pourrait penser qu'il pourrait y être. Donc, je pense pas qu'il y ait de lien formel à établir entre cette situation de reconnaissance des acquis et les droits économiques et sociaux. Merci. Au début de la présentation, vous avez fait un lien entre les valeurs communes, qui sont plus ou moins définies, et les valeurs démocratiques, qui, elles, le sont plus clairement. Par ailleurs, à la page 7 du mémoire aussi, la Commission met en garde le législateur contre une approche où les signes religieux devraient être exclus en raison du caractère neutre d'une institution. Est-ce que vous pouvez aborder un peu la question de la neutralité de l'État dans le concept du développement, peut-être de la codification des principes d'accommodement raisonnable, tel qu'il avait été proposé par une loi sur la laïcité? Vous nous ramenez un an en arrière. En fait, c'est un sujet qui est tout à fait connexe, parce que lorsqu'on parle, le gouvernement parle de valeurs communes à la société québécoise, il y a un consensus social au Québec pour la codification de la jurisprudence qui ont été développées par les tribunaux supérieurs relativement à certains aspects. Donc, je veux savoir la position de la Commission lorsqu'elle met en garde le législateur à cet effet-là. Est-ce que c'est simplement sur une partie ou c'est sur la totalité? Écoutez, la position de la Commission, là-dessus, on est sur le mode passif, nous. C'est au gouvernement en place à faire des propositions. Ils font des propositions et nous les commentons. C'est le rôle de la Commission. Le rôle de la Commission, c'est pas de s'avancer et de dire au gouvernement, quel qu'il soit, faites ci, faites ça. Ce qui est clair, c'est on entend, comme tout le monde, qu'il y aurait un avantage à codifier les principes d'accommodement raisonnable. On a déjà dit dans nos mémoires, il y a un an, 2 fois plutôt qu'une, que techniquement, on n'en voyait pas l'utilité, mais si c'était pour des motifs pédagogiques et de meilleure compréhension,
ben là, on regarde qu'est-ce qui est codifié. Et la dernière fois, je me souviens bien, on n'avait pas de grandes difficultés sauf à peut-être certains égards, avec le type de codification qui était proposé. Permettez. Ce qu'on avait dit, quand on a eu une proposition d'aménagement, ou en tout cas de reprendre les critères de la jurisprudence en matière d'accommodement raisonnable dans une loi, on a dit appliquer les critères reconnus. Ce qu'on avait comme proposition en ajoutait d'autres qui venaient modifier la règle de l'accommodement dans certains domaines, pour certaines questions, dont les questions religieuses. Nous, on a dit, la règle, la norme, elle existe, elle est connue, elle est reconnue depuis plus de 20 ans. Si on veut la codifier, codifions-la telle qu'elle existe. Ça a été ça, notre position. OK. Je vous remercie. Donc, je vous remercie, Maître Frémont, ainsi que toute votre équipe, et je suspends les travaux jusqu'à 14 heures.